Bonjour. Bonsoir à tous. Super, ça marche. C'est bon. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle rencontre de philosophie éducative. On n'est jamais très d'accord avec Florent sur l'intitulé de nos rencontres, mais c'est à peu près ça. On discute un peu de philo et d'éducation en même temps. Donc, rencontre de philosophie éducative, c'est pas mal dans le fond. Voilà, alors merci d'être venu hein, nous rencontrer. Il fait très chaud sur une partie de l'Europe, mais je vois qu'il n'y a pas que des Européens parmi nous, donc, donc ça doit faire un équilibre. Alors, c'est pour ceux qui n'ont jamais assisté à une de ces rencontres, je vais rappeler en deux mots ce dont il s'agit. C'est un, c'est un style de rencontre qu'on avait inauguré avec René Barbier, enfin moi-même et René Barbier en 2014, je crois, quelque chose comme ça. On avait animé ensemble trois ou quatre soirées, mais en présentiel à l'époque. Et puis, René est décédé et tout s'est arrêté jusqu'à à peu près 2017-2018 où Florent s'est dit, mais dans le fond, pourquoi on ne reprendrait pas le principe avec moi, si tu veux bien. Moi, j'étais tout à fait d'accord naturellement. Et donc, on en est maintenant à notre 16e rencontre. Et depuis à peu près 3 ans, ou je ne sais plus exactement, on est passé en ligne, parce qu'on trouve que c'est plus simple. Avant, on faisait ça à la Maison de la Culture de Bobigny, et finalement, en ligne, c'est pas plus mal. Alors, ça dure 1 heure et demie, et pour vous fixer un peu les idées, toujours pour les nouveaux venus, les thèmes qu'on a traités un peu, pas tous les thèmes, hein, parce que c'est notre 16e rencontre, donc on a traité dans le désordre hein, des thématiques donc autour des préoccupations de jadis de René Barbier. On a traité de l'écologie et politique. On a traité s'éduquer dans une perspective de spiritualité laïque. Barbier traitait beaucoup ça sur la fin de sa vie. Poésie et éducation. La poésie étant aussi un cheval de bataille de toujours de René Barbier. On a traité des images et de René Barbier. Alors les images, bien sûr, il y a de l'imaginaire, naturellement, dans le mot image, mais c'est surtout les images qu'il utilisait lui-même, à la fois dans ses bouquins, dans ses articles, les schémas, et puis aussi pour illustrer le journal des chercheurs, hein, très très souvent. Et puis on a eu aussi une soirée sur les compagnons de recherche versus René Barbier, et on a eu même René Barbier et ATD Carmonde, et il n'y a pas si longtemps, René Barbier et l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle qu'il n'a pas connue, il est décédé avant qu'elle prenne vraiment son essor, mais on a essayé d'imaginer quelle aurait pu être sur le plan pédagogique son attitude et son recours possible, éventuel, on ne peut pas très bien savoir, à l'IA. Donc ce soir, on traite d'une autre préoccupation constante, je crois, depuis l'adolescence de René Barbier, qui est Krishnamurti. J'ai lu Krishnamurti, donc il a commencé à lire très jeune et qu'il a lu jusqu'à la fin de ses jours, mais qu'il a aussi, bien sûr, commenté, sur la pensée duquel il a donné des cours, hein. Alors des cours en salle d'abord, et puis des cours en ligne, dès qu'on a ouvert une licence de sciences de l'éducation en ligne, il a fait monter ses cours sur Krishnamurti en ligne. Et donc, en ligne, par ailleurs, je précise ça aussi pour les nouveaux venus, sur le journal des chercheurs, actuellement, vous trouvez une quarantaine d'articles traitant de Krishnamurti. Alors, essentiellement écrits, mais pas toujours, pas systématiquement, mais très souvent écrits par René Barbier, et aussi de nombreux enregistrements audio de séminaires du grec qu'Agnès Durafour connaît bien. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'on peut bénéficier d'un nombre considérable de cassettes enregistrées audio des séances du grec. Je vois Nathalie, tu as certainement dû y assister aussi par le passé. Oui, Et là, on est dans les années mi-90 et ça se poursuit début 2001. Bientôt, il y aura aussi une vidéo d'un cours de René Barbier sur Krishnamurti, donc avec ses étudiants.
si j'arrive ça à mettre en ligne, mais je ne pense pas que j'y arriverai pour des raisons logistiques avant 2027. Mais bon, ça sera en ligne à terme. Donc, le Journal des chercheurs, c'est une mine pour qui s'intéresse à Krishnamurti, entre autres. Parmi les 430 articles qu'il y a actuellement sur le journal, et parmi les 190 podcasts presque, dont 107 podcasts audio et 90 podcasts vidéo. Donc, si le cœur vous en dit, dans la barre de recherche du Journal des chercheurs, vous tapez Krishnamurti et là, tout va vous arriver. Ce qui est en ligne pour l'instant. Et ça va aller progressant. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire de mon côté en guise d'introduction. Alors moi, je n'ai jamais été un étudiant de René très, comment dire, fidèle à Krishnamurti. Mais on en a souvent parlé ensemble. Naturellement, parfois dans du désaccord d'ailleurs. Mais c'est pas un auteur qui m'est étranger, Krishnamurti. C'est pas un auteur ni un penseur qui m'est complètement étranger, mais je suis loin d'en être un spécialiste, comme certains d'entre vous le sont ce soir. J'en suis très très loin. Et pour terminer ma prise de parole, je vais vous lire la fin d'un cours de René Barbier en ligne, que l'on avait placé d'ailleurs sur l'invitation que l'on avait envoyée. C'est la fin d'un cours qui était d'abord en présentiel et qu'il a monté ensuite en ligne en 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement. Et il terminait par quelques considérations sur la façon dont il pouvait s'approprier les idées sur l'éducation de Krishnamurti. Donc, ça s'appelait Conséquences éducatives de la philosophie de Krishnamurti. Alors, point 1, l'idée d'une approche paradoxale qui exclut une cohérence habituelle en termes de logique de l'identité. Je prétends, là c'est René Barbier qui parle, je prétends que les apports de Krishnamurti, mais également des questionnements les plus pertinents de la philosophie et de la science occidentale, sont essentiels à la compréhension des phénomènes de notre temps et tout à fait nécessaires à ceux relatifs à l'éducation. Désormais, il nous faut comprendre le monde à la fois avec le regard de la science contemporaine, notamment en sciences humaines, et avec celui de Krishnamurti. Ensuite, il passe à la sensibilité, qui est une valeur à redécouvrir. Non pas une sorte de sentimentalité ou de mollesse, mais au contraire une fermeté douce qui est portée par une vague de tendresse compréhensive pour l'enfant, l'élève, l'étudiant, le stagiaire adulte. Cela va de pair avec une mise en veilleuse, entre guillemets, de la raison et une redécouverte des capacités sensorielles de l'être humain, c'est-à-dire une reliance avec soi-même, avec la totalité de soi-même, notamment sur le plan corporel. Ensuite, l'idée d'une conjonction incontournable et paradoxale entre l'usage de la pensée et une manière de l'oublier qu'on appelle méditation. Notre culture est traversée par l'activité de pensée, qui n'est d'ailleurs pas toujours rationnelle. Nous ne saurions le renier. Elle nous permet de nommer, de désigner, de classer, de combiner et d'agir sur le monde. Elle nous constitue en tant que sujet, mais elle nous aliène également. Il y a de bons fonctionnements et du développement même de la pensée, de savoir lâcher prise et de se mettre en jachère pour découvrir une énergie libre de toute fixation sur des représentations imagées et conceptuelles. Et cette mise en jachère ne peut être celle proposée actuellement, par exemple, par le tourisme, par une certaine forme de vacances, entre guillemets. Il s'agit de bien autre chose. Ensuite, il retient de Krishnamurti la reconnaissance de la relativité du temps et de l'espace, compte tenu de la représentation qu'on en a dans chaque culture et la mise en jeu dialectique de cette relativité spatio-temporelle
dans les formes de vie collective et individuelle. Affirmation maintenant d'un univers vivant où tout est relié, où chaque élément détruit ou endommagé contribue à la destruction de la totalité. Cette affirmation, réellement appliquée, aurait des conséquences inimaginables, dans les domaines scientifiques, économiques, politiques, sociaux, culturels. L'autonomie, on arrive bientôt à la fin, l'autonomie maintenant, l'autonomie de la personne et de la société dans une perspective démocratique. Autonomie comme résultat d'un décroissement d'enfermements psychiques et sociaux. Autonomie comme poussée en avant d'une intentionnalité de la vie à entrer dans des systèmes de plus en plus complexes en les créant elles-mêmes et à partir d'elles-mêmes. Autonomie comme jeu ouvert et lucide donc, de force toujours susceptible d'être reprise par la pesanteur, mais aussi la puissance sécuritaire de l'hétéronomie. Et j'en arrive au bout, l'émergence d'une visée éducative planétaire qui prendrait pour axiomatique centrale la croissance de l'élucidation en vue d'atteindre un degré suffisant, quoique toujours inachevé, de lucidité sur le jeu de la vie psychique et sociale. Élucidation comme articulation multiréférentielle d'éléments de compréhension plus que d'explication, de non-savoir à partir du savoir. Élucidation comme forme supérieure de l'intelligence qui unit indissolublement l'âme, le cœur, l'esprit en une vision pénétrante. Et il termine tout à fait à la fin, élucidation comme assomption de la place de l'homme face à l'abîme, ou comme plongeur dans l'abîme, suivant son inclinaison singulière, c'est-à-dire reconnaissance légitime de la valeur du philosophe, entre parenthèses occidental, comme du mystique ou du sage, entre parenthèses oriental, du scientifique comme du poète dans la société démocratique. Voilà, c'est ainsi qu'il terminait donc le cours auquel j'ai fait allusion. Vous pouvez le trouver en entier, ce cours, sur le Journal des chercheurs, bien entendu. Mais comme ça traitait d'éducation essentiellement, même avec des petites échappées de temps en temps, ici ou là, il m'a semblé que c'était une bonne introduction pour essayer de voir maintenant avec vous, et je vais me mettre en retrait, essayer d'éclairer un peu quelle relation pédagogique pouvait inventer René Barbier en passant par Krishnamurti et en l'intégrant à sa pensée. Voilà. Donc, Florent, je te laisse le relais. Merci, merci Christian, merci beaucoup pour toute cette introduction. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on ne donne pas forcément le même nom à ces rencontres, qu'on appelle un coup rencontre, un coup séminaire éducatif, de l'éducation. C'est intéressant parce qu'en fait, on n'a même jamais cherché à se mettre d'accord parce que ça reflète un petit peu cette altérité si chère à René, hein, dans son acceptation, sa compréhension. Et même, on n'est pas d'accord non plus sur le nombre de ces rencontres, hein, puisque tu en as compté 16, moi je me suis arrêté à 14, donc on a toujours un petit différentiel de 2. Donc c'est assez marrant. Bon, par contre, là où on est d'accord, c'est que parmi les innombrables textes de René et l'éducation dans l'optique de Krishnamurti, on a choisi tous les deux de travailler sur le même, sur cette conclusion de ce texte de 37 pages que nous avons fait circuler avec l'invitation pour ce soir. Du coup, je vais le reprendre, mais en le plaçant dans une perspective un peu historique du point de vue de l'histoire des idées, et également de voir comment l'actualiser par les pairs, enseignants, accompagnateurs, formateurs, coachs. Hein, je prends exprès des définitions très très larges de tous ces métiers d'accompagnement. On pourrait presque mettre des soignants également, tant qu'on y est, hein, pour le rendre le plus opérationnel possible. Et puis quand j'aurai terminé ça, on passera la parole à Agnès et Nathalie pour témoigner, partager, hein, puisque elles ont eu la chance d'avoir René pas seulement comme collègue ou comme ami, mais également de suivre
ces enseignements. Et donc, leur témoignage sera très précieux avant de partager avec l'ensemble des personnes présentes. Alors, avant de reprendre ce texte, je voulais faire partager une définition que René lui-même donnait de l'éducation. Alors, je pense qu'il en a donné plusieurs des définitions de l'éducation. Celle-là, je la prends dans un autre document que nous avons fait suivre pour ce soir, qui s'intitule L'histoire de Jean Perceval, le scénario narratif dans la pédagogie de l'enseignement supérieur, donc par René, qui est paru dans un dossier au sein de la revue Société, numéro 118 en 2012, quatrième trimestre, très probablement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, cher René? Il dit « Je nomme éducation, entre guillemets, le système de sens relativement stable et cohérent qu'élabore un sujet humain avec l'aide d'autrui pour, en fin de compte, réaliser un équilibre dynamique et incertain entre un monde pulsionnel avec ses exigences inconscientes, un monde social avec ses contraintes historiques et institutionnelles, et un monde sacral avec son appel suprasensible à un dépassement de soi en synergie avec l'insertion inéluctable du sujet dans la nature. » Et c'est un peu sur ce troisième point qu'on va un peu se focaliser ce soir au travers des apports de Krishnamurti et des liens entre René et Krishnamurti, c'est-à-dire, je le répète, un monde sacral avec son appel suprasensible à un dépassement de soi en synergie avec l'insertion inéluctable du sujet dans la nature. Alors, tous les mots sont importants. Tous ces mots sont autant d'entrées vers des thématiques qu'il a explorées et que je vous propose de reprendre maintenant pendant une petite dizaine de minutes, pas plus également, pour laisser la place de la parole à chacun. Alors, comme je disais, je reprends un peu le même texte, c'est pas un peu, c'est 100% le même texte, mais en le présentant avec mes propres retentissements, hein, pour utiliser un terme que René aimait bien utiliser et qu'il employait lui-même dans ses pratiques pédagogiques. On en aura peut-être quelques rapports tout à l'heure avec nos deux collègues. Donc, je ne reprends pas mot à mot, mais je vais prendre justement par contexte. Donc, lui, il a développé tout ce que tu as lu tout à l'heure, il le développe dans un tracé logique où chaque élément vient compléter le précédent et forme ainsi une sorte de chaîne vers un système complexe. Barbier adorait les schémas, et si possible les schémas très compliqués. Donc, parce que cette pensée complexe issue de la pensée d'Edgar Morin, il la faisait aussi totalement sienne. Donc, il parle d'une approche paradoxale. Hein, donc déjà, on n'est pas dans de l'établi de l'institutionnel clair. Hein. Ça me fait penser un peu aux consignes floues qu'on peut utiliser en éducation, qui vont permettre justement, en étant flou, de voir comment chaque apprenant, chaque élève va s'en emparer et comment il va raisonner, répondre par rapport à cette fluidité, hein, presque, pouvant être donc une approche paradoxale. Et il précise même que cette approche paradoxale, en termes de logique de l'identité, est essentielle à la compréhension des phénomènes de notre temps et tout à fait nécessaire à ceux relatifs à l'éducation. Alors c'est vrai que les phénomènes de notre temps, au CIRET, on travaille énormément là-dessus, on caractérise cette fin de l'Anthropocène ou cette période de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes par des polycrises imbriquées et interminables qui se renvoient toutes de façon récurrente et qui touchent tous les aspects de l'homme et de la nature. Bon, je ne rentre pas tellement plus dans le détail. Il dit ensuite que comment se nourrissent ces paradoxes? Eh bien, c'est l'idée que la sensibilité est une valeur à redécouvrir. Donc ça, effectivement, je disais que entre l'histoire des idées et l'histoire des pratiques, moi-même j'ai développé, par exemple, au cours de mes recherches, et j'ai soutenu ça dans une habilitation à diriger des recherches, ce que j'ai appelé une pécatrie, une pédagogie qui est intégrative, implicative, intentionnée et intuitive.
Donc j'ai remis effectivement en quatrième I cette importance de l'intuition qui peut nous permettre dans la pratique de la relation éducative, effectivement, de toucher une sensibilité qui se présente au moment où les choses se passent et qu'on peut essayer d'anticiper, d'imaginer lorsque on rédige une fiche de préparation, un curricula, etc., mais qui ne remplaceront jamais la valeur de l'instant présent en lien avec ce qui se passe dans l'espace éducatif. Et il dit que pour développer cette sensibilité, il faut mettre en veilleuse la raison. Cette raison n'est pas sans nous rappeler tout le travail de Descartes, hein, qui, ayant séparé le sujet et l'objet des études, met le point sur la raison, et à l'époque, on le comprend bien sûr, c'est pour sortir, on est dans le siècle des Lumières, on veut distinguer le religieux de la sapience, du savoir, et donc à son époque, Descartes a, à juste titre, séparé. Mais sauf que ce faisant, évidemment, on se retrouve quelques siècles plus tard, toujours dans les pays cartésiens comme le nôtre, en tout cas, coupé de notre lien avec le sensible. Et donc, René nous propose de réunir le sujet et l'objet, ce qui est un des grands axes de la transdisciplinarité, tel qu'on la travaille. Ensuite, il va parler d'une conjonction incontournable et paradoxale, à nouveau, entre l'usage de la pensée et celle de la méditation. Alors, c'est vraiment intéressant parce que autant la méditation est maintenant même passée dans les pratiques, hein, puisqu'on trouve même des associations agréées comme l'AMLE, l'Association pour une méditation laïque en enseignement, accréditée par le ministère, qui peut former les enseignants à des usages laïcisés de la méditation pour améliorer le climat scolaire, le climat de classe, favoriser les acquisitions des apprentissages et ce genre de choses. Et il nous dit que pour cela, il faut mettre la pensée en jachère, dans une sorte de lâcher-prise. Et il utilise un autre mot aussi. Donc cette méditation, moi, ça me fait penser aux pensées de Pascal, par exemple. Hein, parce que Pascal, donc on connaît bien sûr ses pensées, s'appuyant sur ses périodes méditatives, et en même temps, Pascal est très intéressant parce que, comme Descartes, c'est aussi un homme de science. Hein, c'est quelqu'un qui, à son époque encore, réalise cette synthèse incroyable du nouvel humaniste, capable d'être comme un pic de la Mirandole, tout à fait au fait des avancées scientifiques, littéraires, philosophiques, naturalistes, etc., puisqu'on le retrouve dans les mathématiques, les probabilités, la physique, etc. Et nous dit-il, cette mise en jachère va nous permettre de obtenir une vision. Ah, mais j'en ai encore de l'autre côté, il faut que j'accélère un petit peu. Bon, bref, alors je continue du coup. Un autre point, il appelle et il dit que c'est un enjeu révolutionnaire. Alors ça, c'est intéressant parce que cette révolution, j'y reviendrai un peu plus tard, elle a également une dimension sociale et politique que on a vu au travers de ta lecture tout à l'heure. Ceci nous amène, étape suivante dans le déroulé logique de sa pensée, à la relativité du temps et de l'espace. Alors, on pense tout de suite évidemment à Einstein, Bohr et toutes ces personnes qui ont révolutionné la physique quantique. Mais là, il précise que c'est une relativité du temps et de l'espace dans les cultures et dans les formes de vie collectives et individuelles. Là, on va rejoindre la dimension sociale et politique. Et il nous dit que le pire est le temps fragmenté de la logique productiviste. Et là, on retrouve vraiment quelque chose qui est très cher chez Krishnamurti, qui dit que nous vivons des réalités fragmentées et que notre unité étant éparpillée partout, eh ben, on ne peut connaître que le malheur de la division. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Il nous rappelle également que nous sommes dans un univers vivant où tout est relié. Alors là, on a, mais il précise, chaque élément détruit localement engendre une destruction de la totalité. Donc là, on retrouve évidemment la dimension de la complexité de Edgar Morin et son concept d'une planète unie appelée Gaïa. Puis on peut penser également, bien sûr, à la pensée systémique de Lemoigne
et de tous ces autres penseurs de la complexité, de la systémicité et des systèmes de systèmes. Donc, qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit la nécessité de l'affirmation de l'autonomie de la personne et de la société dans une perspective démocratique. Alors là, on quitte vraiment la salle de classe ou la salle de cours, on ouvre la porte, c'est d'ailleurs toute la métaphore qu'il emploie dans ce texte. Est-ce que nous vivons dans nos maisons avec des portes fermées ou des portes entrebâillées ou des portes ouvertes qui vont permettre cette fameuse altérité que j'évoquais au tout début de ma prise de parole. Et il dit que les enfermements finissent par être psychiques et sociaux, alors que l'intentionnalité de la vie, c'est de rentrer dans des systèmes de plus en plus complexes en les créant elles-mêmes et à partir d'elles-mêmes. Alors là, évidemment, comment ne pas penser à la fameuse autopoiesis, hein, l'autocréation, telle que Francisco Varela, Maturana ont pu les expliquer. Et d'un point de vue pratique, ça nous amène au concept de l'énaction, hein, l'énaction qui est cette capacité du sujet à agir bien sûr en contexte artistique, mais pas seulement. Et là, je pense à Michel Duzert qui est avec nous, à Joël Aden et à notre regrettée Hélène Trocmé-Fabre, qui ont non seulement écrit sur le sujet, mais qui ont même utilisé ces méthodes d'un point de vue pédagogique dans leurs différents établissements. Voilà, je demanderai à ceux qui n'ont pas coupé leur micro de bien vouloir le faire encore, s'il vous plaît, pour éviter trop de bruit parasite. Alors, je vous rassure, j'arrive bientôt à la fin, et il nous dit que cette intentionnalité de la vie, elle nous amène à l'hétéronomie. Alors l'hétéronomie, moi je vais me permettre de partager juste trois petits schémas, si j'y arrive sans trop de difficultés. Alors, des fenêtres, voilà. Donc là, cette hétéronomie, je l'ai conceptualisée moi-même sous la forme de ce schéma qui ne devrait pas tarder à s'afficher et que j'ai appelé le triple cercle de développement, qui m'a l'air vraiment tout petit à l'écran. C'est lisible ou c'est la taille d'une vignette? C'est lisible, c'est lisible. C'est lisible. Ok, merci beaucoup. Donc, dans le cadre de l'éducation, j'ai distingué trois domaines de développement. Le développement professionnel, bien sûr, les savoir-faire, ça ce sont les didactiques, mais également les savoirs transversaux psychosociaux qui sont les savoir-être, et le dernier qui est justement celui en lien avec les sociétés, qui est le savoir-devenir. Et donc l'idée, c'est de se rendre compte que les compétences que chacun peut développer dans ces trois sphères du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir ont tout intérêt à être mises ensemble au service même d'un projet, je dirais, politique, dans le sens de la police, la vie de la cité, de façon à réinvestir et profiter partout où cela peut se faire de ces différentes acquisitions. Et c'est comme ça qu'il arrive à l'émergence d'une visée éducative planétaire, avec une élucidation psychique et sociale. Donc là, on retrouve bien la tension entre l'individu, le collectif, mais comme on est dans le planétaire, on est également avec la nature, hein, ce troisième point. Et là, il fait advenir un concept qu'il aime beaucoup, qui est celui de la multiréférentialité. Il nous dit, nous sommes dans une articulation multiréférentielle qui va également intégrer le non-savoir à partir du savoir. Et là, cela nous renvoie à une séance que nous avons eue précédemment sur les savoirs de grande pauvreté avec ATD Carmonde, séance qui a cartonné, hein, puisque c'est celle qui est en ligne et qui est la plus regardée des 14 à 16 actuellement ou bientôt disponibles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet politique? Je dirais que c'est un anarchisme éclairé, mais je me suis aperçu ensuite que dans le texte, il ne parle pas d'anarchisme, il parle de libertarisme et non pas de libertarianisme. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas, d'un point de vue pédagogique, cette liberté, je ne peux pas m'empêcher de citer Philippe Mérieux, qui dit tout le temps, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Évidemment, la liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, mais dans le cadre de l'éducation, c'est également prendre soin de soi, mais aussi des autres, et par extension ensuite de la nature. Alors j'ai presque fini. Il nous dit que cette multiréférentielle unit indissolublement l'âme, le cœur et l'esprit. Alors ça, j'ai commis également quelque chose qui ressemble un petit peu à ça,
que j'ai appelé le temple de l'être. Alors, où est-ce qu'il est caché? Voilà, ça va être ici. Voilà. Ce temple de l'être que j'essaye de partager maintenant. Alors là, c'est la version vraiment très simplifiée. On retrouve, bon, comme il disait, alors lui, il dit l'âme, le cœur et l'esprit. Moi, j'ai pris un peu différemment. J'ai pris d'abord la dimension du groupe. Hein, ça, c'est la première colonne où chaque petit homme trouve sa naissance. Ensuite, il se développe lui-même dans ses aspects corporels, physiques, biologiques, énergétiques. Ensuite, il y a cette fameuse dimension du sensible, hein, de l'émotionnel, ce qu'on pourrait dire le cœur peut-être. Le mental cognitif qui est l'esprit sous ses formes d'acquisition et d'exercice des savoirs, justement, hein, savoir faire, savoir devenir, et ce qu'il appelle l'esprit avec un grand E, moi j'appelle dans ce schéma le post-métaphysique, les dimensions existentielles, axiologiques, les valeurs, hein, qui nous ancrent dans la période de l'anthropologique en bas, mais avec une dimension ontologique d'ouverture. Et évidemment, c'est un temple fractal, multifactoriel. Et donc, si ça va s'afficher, il faut peut-être que je recommence le partage d'écran. Je vais recommencer tout de suite. Pour montrer que c'est un temple en profondeur, hein, c'est-à-dire où, comme le disent les savoirs, certains savoirs, le tout est dans la partie est dans le tout, mais la somme des parties est plus que le tout. Bon, on revient à Morin, hein, avec ce genre effectivement de paradigme. Et ensuite, comment on peut décliner ça en éducation? C'est un autre schéma, mais je ne l'ai pas ouvert. Je ne vais pas le faire maintenant, ça pourrait me prendre un petit peu de temps, juste pour montrer que dans les contextes scolaires, parascolaires et périscolaires, on peut s'intéresser à toutes les dimensions de notre être là-dedans. Je ne retrouve pas, mais là, ça me revient en mémoire. René parlait également, à moins que ce soit un petit peu plus loin, voilà, c'est un petit peu plus loin, donc je suis sa progression. Il nous dit que nous pouvons ainsi avoir une vision pénétrante de la totalité, toujours en mouvement. La vision pénétrante, c'est évidemment un concept bouddhiste que je ne développerai pas là, mais qui montre comment René se nourrissait également des savoirs de toute provenance, sachant que le bouddhisme n'est pas une religion, hein, mais plutôt un état d'esprit. Donc c'est intéressant aussi de le noter juste comme ça. Et enfin, et là ça va être nouveau par rapport à ce que tu as dit, Christian, parce que tu ne l'as pas cité, c'est le dernier paragraphe, du coup je le cite intégralement. Enfin, dit-il, après tout cela, la philosophie, le mystique, la sagesse, le scientifique, la poésie, après tout cela, l'ouverture au sans fond, comme source de tout imaginaire et de toute réalité, jeu d'énergie infinie et tramé ou implié, dans un envers qui cherche son déroulement dans un endroit, avec des E majuscules à chaque fois, envers endroit, accueillant que seuls les hommes doivent inventer à partir d'eux-mêmes et par eux-mêmes. Bon, là, on a vraiment la synthèse, hein, l'autopoiesis, inventée à partir de soi-même, pour soi-même. Cette connexion avec le sans-fond, et je terminerai avec ça, ça nous amène évidemment sur la dimension de l'imaginaire, hein, qu'il cite. Et ces imaginaires sont utilisés également en éducation et en accompagnement, et je pense notamment au Centre de psychagogie des valeurs qui est situé à Montréal et qui s'appuie sur tous ces travaux pour faire émerger tout un tas de choses. C'est dommage, Suzanne Boin n'est pas avec nous, elle aurait pu, elle dirige ce centre ou son compagnon Jean Villemer, mais avec les décalages horaires. Et tout cela pour dire que moi-même, j'en ai fait une dernière synthèse avec 4 autres personnes dans ce qu'on a appelé les ateliers de transformation, qui ont fait l'objet d'une publication en 2017. Ces ateliers de transformation visaient, le titre exact, c'est Réinvestir l'humain, individu, collectif, société. Et là, on retrouve bien ces 3 niveaux imbriqués. Ateliers de transformation, parce que comment mettre en œuvre des ateliers de une demi-journée à 2 jours ou plus pour travailler cette multi-référentialité dans un développement personnel, collectif et sociétal en lien avec la nature, de façon
et là c'est vraiment le mot de la fin, de toucher ce que René Barbier appelait la dimension impliée des individus, parce que dans cette optique d'un tous capables, tous apprenants, quels que soient nos conditionnements, et Krishnamurti a passé toute sa vie à nous expliquer les conditionnements et comment s'en débarrasser, notamment par l'observation, plus précisément par l'attention. Hein, c'est le titre d'un de ses livres, La flamme de l'attention, qui permet de dissoudre par cette vision pénétrante, et chez lui de façon instantanée, en tout cas c'est ce dont il témoigne, l'ampleur de nos conditionnements pour nous amener à déplier ce projet implié avec lequel nous naissons en tant que petits hommes, et que grâce à l'éducation, à la culture, à la socialisation, à la bienveillance, à l'envers et à l'endroit, déplier ce projet pour que chacun des êtres qui nous sont confiés en tant qu'éducateurs, formateurs, enseignants, accompagnateurs, coachs, soignants, etc., nous puissions aider le développement de la personne vers ce qu'elle a de meilleur, à s'offrir à elle-même et à s'offrir au monde. Voilà, bon, je suis parti un petit peu dans des grandes envolées, mais je crois ne pas trop trahir René en le présentant avec mes mots et mon expérience et ce que nous avons essayé de faire de cette façon. Bon, ben, je propose de passer tout de suite la parole à Agnès ou à Nathalie qui vont négocier entre elles qui voudra se lancer la première, de respecter peut-être pareil un format de 10 à 20 minutes, hein, selon que vous êtes très inspiré ou pas, et de façon à garder un petit peu de temps à la fin pour les discussions collectives. Merci à vous. Merci beaucoup Florent pour cette présentation bien fouillée de l'enseignement de René Barbier, je dirais plutôt René Barbier. Et ben, en lien avec Nathalie, on se fera le relais. Je te salue au passage. On s'est déjà vu à plusieurs reprises depuis nos expériences communes dans le cadre du groupe de recherche sur l'enseignement de Krishnamurti. Et donc, on ne s'est pas trop perdu de vue sans être pour autant toujours en lien l'une avec l'autre, mais on a un respect mutuel partagé, je pense. Et donc, ben, en écho avec ce que tu viens de présenter, Florent, je dirais que la grande difficulté d'une recherche universitaire autour de l'enseignement de Krishnamurti, c'est de créer ce pont, ce lien, possible ou pas, entre cet enseignement qui est en lui-même, René Barbier le qualifiait de labyrinthique, c'est-à-dire on part d'une notion qui nous emmène vers une autre notion et ainsi de suite. On passe c'est pas des concepts, mais des modes d'appréhension de la réalité et de ce que nous sommes. Et donc, la difficulté du lien avec une approche universitaire, c'est le domaine de la pensée et du conceptuel. Donc, en écoutant tout ce que tu viens de dire, moi, je me tourne vers l'enseignement de Krishnamurti et j'extrais, comme je l'avais fait d'ailleurs dans un texte qui figure dans le journal des chercheurs, Krishnamurti et l'éducation, en écoutant effectivement dans le cadre du grec les différentes interventions qu'il pouvait y avoir, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que Krishnamurti voulait dire dans le domaine de l'éducation? Quel était son propos? Et donc, j'étais partie de l'ouvrage Lettres aux écoles et j'avais repris, en fait, j'avais fait une espèce de catégorisation, de repérage des thématiques qui apparaissaient et qui étaient en lien avec l'éducation. Donc, ce qu'on retrouve régulièrement dans l'approche de Krishnamurti, c'est le rôle de la pensée et le rôle de la pensée, qui en soi est très paradoxal et problématique par rapport à une approche universitaire, parce que ce qu'en dit Krishnamurti, en fait, est complètement particulier et difficile à saisir. J'ai mis personnellement beaucoup de temps à comprendre ce qu'il voulait dire. La pensée crée le monde. Je ne comprenais pas, je voyais pas en fait où est-ce qu'il voulait nous emmener en disant cela. Mais effectivement, cette notion de la pensée était tout à fait spécifique chez Krishnamurti et ne correspond pas, il me semble, avec l'approche qu'on peut en avoir dans un monde rationnel où la pensée s'appuie sur des concepts
et une explication conceptualisée de la réalité. Pour Krishnamurti, la pensée est d'abord issue d'un fait intérieur qui nous amène à une formulation. Et donc, si on n'a pas conscience de d'où vient cette formulation, on crée des univers qui peuvent prendre corps et vie dans la réalité et dans le monde réel, mais qui ne sont pas épurés en quelque sorte de notre implication, pour reprendre pour le coup un terme universitaire qui est propre à René Louraud et à d'autres chercheurs, qui ne sait pas d'où ça vient. Et donc, l'importance du rôle de la pensée, c'est vraiment de voir d'où elle démarre, d'où elle provient. Et c'est à partir de là aussi qu'on peut en venir à d'autres notions que Krishnamurti a pu aborder, comme l'observation, l'écoute, l'observation. Je les reprends, je les ai notés en t'écoutant, Florent. Ça me venait à la suite: l'écoute, l'observation, la peur, l'amour, la relation qui a une grande place dans l'attitude éducative, dans cette relation entre l'enseignant et l'enseigné. Il en parle beaucoup dans Lettres aux écoles. Relation avec tout être humain, relation qui peut se faire avec ou sans image aussi. À ce propos, sur la notion d'image, je vous invite à aller voir le film de Françoise Ferraton qui a bien mis en lumière en fait ce que pouvait être ce fonctionnement des images dans la relation d'une personne à une autre personne, entre mari et femme, entre enseignant-enseigné, le professeur par rapport à son élève, le professeur qui a une image de son élève et donc qui l'enferme dans un univers qui n'est pas forcément le sien et qui ne correspond pas forcément à sa réalité, etc. Et dans ce film, Françoise Ferraton est vraiment arrivée, je trouve, à faire saisir en fait ce fonctionnement de l'image à travers une approche poétique et non pas rationnelle. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on rentre dans cet univers sensible, on peut appréhender des choses complètement différentes qui sont de l'ordre de l'approche directe. Tu as parlé de la vision pénétrante de la réalité, effectivement, approche directe de la réalité qu'on trouve peut-être beaucoup plus développée d'ailleurs dans l'enseignement de Jean Klein. La perception directe, on peut peut-être la trouver chez Merleau-Ponty, ça j'en suis pas sûre, et ce serait peut-être à revoir. Et donc, c'est une perception qui est complètement différente et qui se fait directement d'être à être, sans passer par le mode de la pensée, justement. Donc, alors je poursuis par rapport à cette énumération de thématiques. On va parler de thématiques qui reviennent régulièrement dans l'enseignement de Krishnamurti: la solitude, le questionnement, l'importance du questionnement, c'est-à-dire, j'ai organisé ici beaucoup de rencontres autour de l'approche de Krishnamurti, co-organisées aussi avec d'autres personnes. Et cette importance de poser la question et de ne pas chercher à y répondre. Parce que le questionnement met en mouvement et la réponse bloque en fait dès lors, et c'est souvent ce qui se produit dans une relation ou dans un dialogue, c'est-à-dire que quelqu'un pose une question, tout de suite on veut lui répondre, et en réalité la question est beaucoup plus importante que la réponse. Et la question, on peut la garder toute une vie, on peut la garder 1 mois, 2 mois, des années, et c'est un petit peu comme à un moment donné, elle éclot de par elle-même, et elle trouve sa réponse de par elle-même. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un processus, en fait, c'est comme si on était habité par quelque chose et tout à coup, ça trouve sa réponse. Ça trouve sa réponse à soi-même. Et ça, Krishnamurti souvent mettait l'accent là-dessus en disant n'écoutez pas ce que dit l'orateur, cherchez par vous-même. Il invitait beaucoup parce que, en fait, on ne peut pas le classer, c'était pas un philosophe, c'était pas un gourou, c'était pas un maître de conférence, c'était quelqu'un qui amenait les autres à réfléchir. Et c'est la base de son approche. Donc,
à chaque fois, il cassait un peu cette tentation qu'on avait à l'écouter et à penser que lui-même avait une réponse pour nous, ce qui était un leurre permanent. Et donc, comment dire, c'est tellement, c'est vrai, quand on écoute ces vidéos, c'est tellement flagrant à la manière dont il cassait parfois même abruptement cette espèce d'endormissement, ce rapport à l'autorité, d'ailleurs, qui figure parmi les notions qu'il aborde beaucoup. Donc, le questionnement, la recherche, le fameux insight aussi, qui rejoint la vision pénétrante. Voilà. Et après, il y a aussi une approche que je trouve beaucoup plus sociologique, façon Krishnamurti, qui est la question de notre place dans le monde. Nous sommes le monde et le monde est ce que nous sommes. Faire face à la réalité, faire face à la vie, où là, on rentre dans un registre du rapport au réel et de comment on peut exister dans ce monde et dans la société à partir de ce que nous sommes. Et là, c'est un sujet que je trouve beaucoup plus délicat. Je ne sais pas ce que Nathalie en dira dans l'approche de Krishnamurti, parce que quelque part, dès lors qu'on s'y approche, elle nous emmène ailleurs. Elle nous emmène vers d'autres univers. Et le retour, en fait, au monde réel, bien qu'on n'en soit jamais sorti, en fait, devient un petit peu plus délicat à appréhender parce qu'il y a une adéquation à faire entre ce que nous sommes et cet univers dans lequel nous nous trouvons. Donc, le fameux trouver sa place dans la société ou savoir comment s'y inscrire et pouvoir poursuivre à partir de ces nouvelles dispositions auxquelles on a été sensibilisé dans l'approche de Krishnamurti, en fait, les réponses sont peut-être pas forcément si nombreuses, ou je ne sais pas, ou ça dépend du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais je vais céder la place à Nathalie pour poursuivre ou reprendre à sa façon, partager ou pas ce que je viens de dire. On va en profiter pour éteindre mon téléphone. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis bien contente d'être là. Merci de votre invitation. Et puis, oui, Agnès, j'ai déjà été à Pontivy pour participer autour de l'enseignement de Krishnamurti, nos sensibilités et perceptions, et réflexions, et aussi artistiquement de proposer aussi ce que nous avions à apporter. Voilà. Donc, je trouve, j'ai relu donc l'approche transversale de René Barbier et puis son livre sur la recherche-action. Et je ne saurais pas vous dire comme vous les mots exacts à chaque fois, mais ce que j'ai remarqué par rapport donc à Jiddu Krishnamurti, c'est qu'en fait René, on sent bien que ça lui a permis d'oser ouvrir en fait le monde de la sensibilité et du sensible qui en fait est nécessaire dans l'approche des sciences humaines et donc de l'humain, parce qu'en fait au fur et à mesure, c'est comme si en fait lui, il a écrit, en lisant et en écoutant Krishnamurti, petit à petit, il en a fait des concepts, quoi. Là où Jiddu Krishnamurti, lui, n'est pas du tout dans le concept. Jiddu Krishnamurti, lui, donc quand il dit un mot, c'est vrai qu'il devient important, comme awareness, comme insight, ou tant d'autres, mais à chaque fois, il est redéfini. Donc, ce n'est pas un concept, mais on ne sait plus. Il ne sonne plus de la même façon. Il est, comment dire, dénudé de sa signification première, et il nous fait remettre en question beaucoup de mots qu'il utilise. Donc, par exemple, lui, il donnait des causeries et non pas des conférences. Donc, c'est parce que justement, il parlait. Et le fait qu'il parle, c'était pas aussi parler tout seul, c'était qu'en fait, il était vraiment en interactivité avec l'autre déjà, avec les autres. Et il se positionnait en fait dans sa parole, non pas à dire,
mais à réfléchir ensemble. Ce que l'on peut appeler aussi une méditation, du fait qu'en fait, ça venait du vide, et d'un vide en fait où on devait observer, être à l'écoute. Mais en fait, l'être humain a eu beaucoup de mal à entendre, enfin plutôt à vivre ce qu'il vivait lui, du fait qu'il était dans un espace où c'était disponible pour lui en tout cas, et alors qu'en fait les autres venaient, ou nous venions pour écouter ce qu'il avait à dire du monde et puis de l'épanouissement, quoi, parce que souvent on veut se libérer de beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment, on ne se connaît pas et on voudrait se rencontrer. Et c'est vrai que c'est par l'autre que l'on se rencontre, mais c'est aussi, on peut se définir de plein de façons différentes et peut-être que c'est l'autre qui nous définit. Bref, ça fait beaucoup de confusion, de paradoxes. Et, quand Krishnamurti donc, était sur une estrade, quoi, et que les personnes étaient là, et il y avait certainement un autre enseignement, c'est-à-dire sa présence, quelque chose de la présence. Moi, je l'ai vécu pas avec Krishnamurti, mais avec Thich Nhat Hanh, en allant voir Thich Nhat Hanh au village des Pruniers, donc où il en fait enseigne la pratique de la pleine conscience dans un bouddhisme laïque. Et rien que de voir la personne marcher, écrire au tableau, effacer, etc., c'est déjà un enseignement par le corps, quoi. Par le fait de la marche lente ou de l'humour aussi, des paroles, etc. Donc je pense qu'en fait les personnes qui ont vu Krishnamurti avaient besoin d'être dans ce bain-là, quoi. Voilà, déjà. René, lui, quand je l'ai rencontré, eh bien, ça se voyait qu'il était ouvert dans autre chose, au niveau de son enseignement. Parce qu'en fait, il était ouvert à, à ce qui venait de l'extérieur, déjà. Donc, moi, je venais des arts plastiques, avec ma maîtrise d'arts plastiques, que j'avais écrit entièrement poétiquement, et tout en répondant aux apports théoriques qu'on me demandait. Et donc, ça a été possible, quoi. Ça a été possible pour lui de m'agir comme ça. En plus, je venais au gré, je cherchais où Jiddu Krishnamurti en groupe pouvait être partagé. Et puis, j'étais allée déjà à l'ACK de Paris et ça ne me convenait pas parce que c'était très conflictuel. Et c'était mon avis, hein, ça ne veut pas dire que c'était vrai. Hein. Et en fait, je cherchais vraiment un groupe qui réfléchisse sur l'enseignement de Krishnamurti, ou en tout cas qui l'accueille d'une autre façon, je ne sais pas, à l'université, voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, moi, ce que j'ai ressenti de l'enseignement de René Barbier, c'est qu'en fait, ça permettait vraiment de toujours remettre en question toute présence, toute personne et toute personnalité, toute culture. Et en même temps, ça les redynamisait dans le fait de l'interculturalité possible, du dialogue du coup entre l'Orient et l'Occident, mais surtout au-delà du temps, au-delà de ce que l'on pouvait penser des civilisations. Alors bien sûr, Jiddu Krishnamurti, lui, on va dire qu'il est allé plus loin, mais plus loin, c'est ridicule parce que c'est en termes de comparaison et de niveau, mais c'est pas ça non plus. Donc du coup, il demande Jiddu Krishnamurti un changement radical, alors qu'en fait, du coup, je pense que René Barbier, lui, il voulait aller vers un espèce de changement radical pour le monde entier, pour que ce soit possible. Donc, il s'est appuyé sur l'enseignement de Krishnamurti. Ça lui et bien sûr d'autres personnes, mais là, on parle des deux, pour vraiment penser un monde autrement, quoi. Penser la planète, penser l'univers, penser
Et c'est vrai que le langage poétique, dans ce moment-là, est très important parce que c'est au-delà du langage. Quand on pose 2 mots en poésie, ils peuvent justement créer un autre espace où, en fait, avant, ils avaient chacun une définition. Et quand on fait de la poésie, ben, en fait, ça donne quelque chose qui a une autre saveur, une autre odeur, une autre perception qui fait que ça peut ouvrir des possibles et créer un changement en soi, une transformation. Voilà. Et il y a des personnes auxquelles je pense qui s'appellent Cathy Byron, par exemple, qui est très proche de Krishnamurti et qui propose une façon d'aborder le réel, le fait, où en fait c'est même peut-être mieux compris, enfin plus possible maintenant dans la façon de dans le quotidien, quoi. Krishnamurti, il a apporté quelque chose de comme si c'était tellement nouveau, quoi. Des fois, je me rends compte quand il y a quelques années, parce que je l'ai lu depuis qu'il est décédé en 86. Et je me suis dit, quand je relisais ces textes, je me disais, mais en fait, le monde, il a tellement changé. Il parle de beaucoup de choses qui se sont produites, en fait. Comment dire, il donnait une alarme pour ce monde où il fallait faire quelque chose avant que ça devienne comme maintenant. Et on est en fait dedans, je trouve encore plus quoi, qu'avant. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez être voilà, dans cette idée-là. Sinon, donc, comme je viens de l'art, le premier livre que j'ai lu, c'est La flamme de l'attention. Et ça m'a beaucoup aidée parce que c'est pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'image? Mais pas seulement en art, l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a de l'autre, l'image que la société veut qu'on ait, l'image, je ne sais pas moi, de réussite ou d'échec, l'image, enfin voilà, toutes ces sortes d'images. En fait, quand on est jeune, moi j'avais donc 19 ans, je me demandais bah, c'est quoi ma place dans la société et puis je voyais bien qu'il y avait beaucoup de conditionnements qui je n'en voulais pas en tant que femme, quoi, en tout cas. Et du coup, comment cheminer avec tout ça. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidée dans le sens où il y a eu quelque chose en le lisant qui fait que j'avais vraiment l'impression de résonner très fortement avec lui, mais pas au niveau de moi, au niveau de quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire de la vie, quoi, de la vie réelle, de la vie qui nous traverse, et que je n'avais pas à le mettre en pratique, mais que c'était quelque chose qui nourrissait mes cellules, qui nourrissait l'entièreté de mon être et du monde aussi. C'est-à-dire que je n'ai plus perçu, grâce à ça, la société, mais j'ai perçu la vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'étais plus redevable ou à devoir faire quelque chose de la vie en société et d'y répondre, mais juste de vivre avec un grand V, la grande vie, quoi. Voilà. Et ça a tout changé parce que ça m'a même fait penser à l'ethnologie, où en me disant, bah oui, en fait, les ethnologues, ils étudient plein de sortes de sociétés et grâce à ça, en fait, on voit qu'il y a tellement de façons de vivre qu'on n'est pas obligé d'entrer dans un carcan ou une façon de vivre, quoi. Voilà. Mais par contre, le paradoxe, c'est justement d'être dans cette société et puis avec le langage et les causeries de Krishnamurti, là, ça vient se confronter et puis ça nous met des nœuds dans la tête en voyant quelque part la limite que l'on a en nous, bien sûr, à la fois que le défaut on peut remettre en question, puis d'autres fois, ben, on est obligé, alors que lui, il dit que oui, on est obligé de renoncer, et pour lui, renoncer, c'est dans le domaine de la pensée, alors que refuser, ça libère de l'énergie. Et ça, c'est pas facile à vivre, ça. Je vais terminer sur ça. Un petit additif par rapport à ce que Nathalie a dit. Oui, effectivement, ça laisse un background, un arrière-plan, en fait, qui est toujours agissant.
Même si, alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le groupe de recherche de l'enseignement sur l'enseignement de Krishnamurti et de l'apport de René Barbier, sa place n'était pas simple parce qu'il fallait qu'il nous fasse revenir dans le monde universitaire. Et donc, sa manière de procéder, c'est qu'il était très critique. Par moments, il critiquait l'enseignement de Krishnamurti. Et, enfin, ou le personnage, il trouvait des choses comme ça. Et ça suscitait toujours des réactions immenses dans le groupe qui prenaient la défense de l'enseignement de Krishnamurti, etc. Je vais donner un exemple une fois. Je ne sais pas si tu te souviens, Nathalie, les chaussures très chères que Krishnamurti s'était achetées. Comment ça se fait que Krishnamurti ait pu s'acheter des chaussures aussi chères, etc. C'est pas normal, c'est que c'était pas un être éveillé, c'est que blablabla. Enfin, il avait commencé comme ça. Et il y avait une réaction dans le groupe en disant mais non, c'est des chaussures qu'on lui a offertes, etc. Bon, l'incident des chaussures, moi, ça m'avait vraiment. Je fonctionne beaucoup sur des trucs comme ça, c'est-à-dire des choses qui nous font clic dans le cerveau et complètement dysfonctionner, c'est-à-dire que là, on est obligé de fonctionner différemment. Un peu l'approche des Américains, là, je sais plus comment ils s'appellent, Václavic, des injonctions paradoxales. Et donc, cette attitude, moi, m'a permis de trouver ma liberté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu en fait ces réactions et l'attachement qu'on pouvait avoir par rapport à cet enseignement qui était contradictoire par rapport à l'enseignement lui-même. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. On ne peut pas être de cette façon-là. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne réagirai plus. En fait, à partir du moment où on dit quelque chose sur l'enseignement de Krishnamurti, voilà, j'écoute. J'écoute et je reste placide, je n'interviens pas. Et en fait, ça a été très, très productif pour moi par la suite parce que ça arrivait systématiquement et ça revient, mais toujours en boucle hein, dans cet univers. Dès lors que, autant c'est difficile de le faire rentrer dans l'univers universitaire, l'univers de la pensée, le monde des concepts, autant rester dans cet enseignement, ça peut être aussi enfermant, c'est-à-dire il y a les perroquets de Krishnamurti, il y a ceux qui ont tout compris de Krishnamurti et qui veulent nous faire comprendre quelle est cette approche, etc. Et c'est juste pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, à un moment donné, pouvoir se détacher et trouver sa liberté, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Et ça continue à fonctionner après dans le réel, effectivement, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on a été touché quelque part et c'est toujours agissant. Tu as fait allusion, autant Christian, je crois que c'est Christian, a fait allusion du domaine touristique. Bon, je suis dans le domaine touristique et effectivement, les temps de vacances, c'est pas ces moments, en fait, ça n'a rien à voir avec des moments de profond retrait ou retraite pour être soi-même. C'est juste des breaks dans la vie, etc. Mais je sais que quand je suis vraiment en relation avec les personnes, et souvent au moment où ils sont assis au petit déjeuner, etc., j'écoute. Et ça, c'est vraiment ce que je dois à l'Université de Paris 8 et tous les enseignements que j'ai reçus de Paris 8. Et mon plaisir, c'est de faire fonctionner les choses différemment, c'est-à-dire de créer des ruptures dans le sens commun, dans la manière de penser du sens commun, et de trouver en fait des autres manières, des ouvertures systématiques pour appréhender le monde ou cet univers du prêt-à-penser qui existe majoritairement à travers les chaînes télévisées aujourd'hui. Prendre du recul, en fait, et surtout apprendre à réfléchir, apprendre à penser par soi-même et savoir où l'on est dans toute cette information et dans tout ce fleuve de prêt-à-penser. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important que René nous a apporté, en tous les cas, par cet esprit critique et toujours aiguisé de la critique, justement, qui est propre à l'univers universitaire quand même, hein, dès lors qu'on est dans une recherche. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà.
Merci beaucoup. Ton micro est coupé, Christian, mais je pense que tu allais dire comme moi qu'on passait la parole à l'Assemblée, sauf si tu voulais... Bon, non, non, ça y est, il est ouvert, tu peux t'exprimer librement. Ben, c'est ce que j'allais dire, en remerciant Agnès et puis Nathalie, naturellement, quoi. Ouais, je souscris particulièrement à ce que dit Agnès sur la fin de son intervention, hein, quant à la réintégration de tout ça dans un réel autre qu'universitaire. Hein. J'ai toujours été un peu dubitatif par rapport à ça. Mais l'exemple du petit déjeuner, oui, est pas mal. Je pense que ça doit se jouer en partie là, oui. C'est ça, c'est-à-dire que on est ce que l'on est partout où l'on est. Ça ne Mm. s'arrête pas en réalité. Et la relation, c'est ça, c'est continuer à être, que l'on puisse s'exprimer ou pas, dire ou pas. On parle beaucoup de l'hypersensibilité maintenant, etc. On sait que les zones de communication peuvent parfois être très difficiles, les zones de relation aussi, la relation se perd. Moi ici, je cherche à la maintenir. Les gens sont parfois très étonnés de pouvoir discuter entre elles à partir de milieux socio-professionnels complètement différents, l'agriculteur avec le médecin, avec l'ouvrier, etc. Et souvent, ils me le disent, ils me disent, je n'aurais pas cru que je puisse discuter avec des personnes comme ça. Et donc, c'est toujours possible. Et ça peut vraiment être notre apport, c'est-à-dire par l'écoute. Par l'écoute. Et les personnes, en fait, elles sont capables de réfléchir par elles-mêmes, mais elles en doutent ou elles ne le font pas fonctionner. C'est juste qu'elles ne le font pas fonctionner, mais en quelque part, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont oubliées et ça se retrouve. On peut le retrouver. Moi, ce que j'ai développé, c'est plutôt l'art de l'écoute, donc jusqu'à en faire mon métier. Donc, je l'ai développé dans le sens où j'aime beaucoup l'art de l'écoute, donc chez Jiddu Krishnamurti, et puis donc qui est lié à l'observation, mais aussi chez René, qui est très importante puisqu'il en a fait l'écoute sensible et moi j'utilise souvent ce terme-là, l'écoute sensible. Donc du coup j'accueille des personnes au niveau à la fois corporel et au niveau verbal, donc c'est psychocorporel. Et par le toucher, en fait, la personne en vient dans un état sophronique entre veille et sommeil, à moins être dans le mental et à faire soit le vide, soit un rêve éveillé, soit rien du tout, soit une perception du corps plus consciente, de douleur, ou au contraire de détente, ou en tout cas de reconnexion profonde avec son être, et qui en fait transforme tout de suite quelque chose, soit dans le corps, soit dans la tête, soit, je veux dire, donne une réponse à elle-même, etc. Et ensuite, la personne donc parle de ses ressentis, les conscientise. Et donc, c'est un travail d'écoute où en fait, la personne est vraiment prise à son rythme propre, sans jugement, sans projection, sans rien. Donc voilà, j'essaye en tout cas de travailler toujours dans ce sens-là, avec bien sûr aussi l'idée de Carl Rogers, la lignée, je veux dire, de Carl Rogers. Et, et puis de Jung ou même de Freud dans l'association libre, parce que l'association libre, c'est très important, du fait qu'en fait, on ne projette rien sur la personne, on essaye juste d'être là, de ne pas conseiller, de ne pas, comment dire, devancer quelque chose, mais être dans une posture, même au niveau corporel, où en fait, on se fait oublier. Et donc, même au niveau du toucher, c'est quelque chose, l'état sophronique, où en fait, la personne, elle est vraiment même dans les mobilisations, dans des étirements, dans une libre expression corporelle, toujours sur une table de massage, debout ou assis. Et ça peut vraiment révéler à elle-même des parts, des zones, des espaces, une mythologie, une poésie, enfin, toutes sortes de choses, spiritualité. Vraiment, c'est incroyable tout l'éventail que c'est. Et c'est la méthode de Claude Camilli. Ça s'appelle la méthode Camilli. Et donc, de pratiquer ça avec l'art de l'écoute et tout ça, pour moi, je suis toujours avec cette sensibilité et cette écoute dans l'idée de Krishnamurti,
de René Barbier, de Thich Nhat Hanh, enfin voilà, dans un état de méditation aussi, parce qu'en fait, on est toujours au présent. Il n'y a pas de relation entre ce qui a été dit et ce qui va se faire au niveau du toucher, parce qu'il ne faut pas faire des corrélations. Il faut laisser le corps dire, alors que le mental raconte des choses. Le corps, il a autre chose à dire. Et ça amène vers des espaces où en fait, il y a des prises de recul, des prises de conscience, des changements, des créations. Et c'est vraiment, ça montre en fait, quand je recueille les paroles des personnes, qu'en fait, on a tout en nous, mais que ça vient à un moment donné, ou pas, ou un autre, etc. C'est un éventail de possibles incroyables, quoi. Et c'est vraiment, voilà. J'ai donc, du coup, je suis dans cette veine-là, dans cette voie-là. Merci. Je propose que maintenant, tu en es d'accord, probablement, Florent, bah, voilà, qui veut s'exprimer, qui souhaite s'exprimer, le peut. Et nous sommes nombreux, là, nous sommes pas loin d'une trentaine, je crois, hein, donc Ah oui, là, on voilà, fait ça le comble hein, ce soir. euh, la parole est ouverte, donc là, pour ouais, 20, 25, 20 minutes, oui, à peu près. Je crois que Philippe Nicolas a levé la main. Philippe, si tu veux prendre la parole, on t'écoute. Oui, très bien. Alors, j'ai la voix un peu. Vous me voyez, vous m'entendez ou pas? On t'entend bien en tout cas. Alors, Et on ne très te bien, voit pas. parfait. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Bon, c'est pas, Merci pour ces paroles pour lesquelles je souscris. René Barbier, tout le monde le sait, en ce qui me concerne, une personne extrêmement importante. À la fois un directeur de thèse, mais aussi un beau-père. J'ai à un moment donné hésité dans mon parcours de thèse à prendre un thème, un sujet en lien avec Yiddu Krishnamurti. Et c'était apparemment un peu trop risqué. Donc, j'ai pas pu. Mais je suis très content voilà, d'entendre à la fois Nathalie et Agnès sur la question tellement importante en éducation. Je suis enseignant et chercheur aujourd'hui. La question de l'émergence d'un jeu singulier, unique, extrêmement beau. Et le fait d'être le témoin au sein de l'éducation nationale que l'émergence d'un jeu peut être somme toute contrariée m'interpelle. Je me dis, mais si au sein de l'éducation nationale, la question d'un jeu singulier, d'un lieu qui s'épanouit, qui s'émancipe et qui puisse s'accomplir n'est pas forcément en place, alors qu'est-ce qu'on fabrique ou qu'est-ce qu'on défabrique Voilà, je ne vais pas prendre davantage la parole, si ce n'est voilà, de signifier beaucoup de gratitude pour les paroles très incarnées de Nathalie et d'Agnès, qui me rappellent ce concept très cher de René, la congruence. Voilà, je vous salue tous. Merci. Merci. Patricia, qui a de l'expérience. Ah, pardon, je croyais que tu levais la main. Avec tout ce que tu fais avec tes jeunes enfants. Bon, ton micro est coupé, mais on a compris que c'était accidentel, tu as levé la main. Non, oui, excusez-moi. Enfin, excusez-moi. C'était pour saluer Philippe. Voilà. Bon. Mais bon, oui, bon, si j'ai la parole. Bon, juste, je ne pensais pas prendre la parole, mais juste pour dire que j'ai été. Quand Nathalie dit laisser le corps dire, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai travaillé avec des enfants de 3 ans à partir du corps qui s'exprimait en musique et il y a quelque chose de cet ordre-là, justement, où les enfants ont pu comment dire, c'était pas d'expression corporelle, donc c'était vraiment une entrée dans la musique par le corps qui après a mené à
de la pâte à modeler, à de la peinture, à du dessin et à la parole et à tisser avec l'autre. Donc voilà, ça m'a interpellée, voilà, de partir comme ça de l'approche sensible pour arriver, sensible et globale, pour arriver à la voix. Voilà. Bon, voilà. Merci. Alors sinon, il y a un certain Michel qui a laissé un long message dans le chat. Est-ce qu'il est encore avec nous et est-ce qu'il veut le reprendre? Et en attendant, quelqu'un d'autre peut bien sûr s'exprimer s'il le souhaite. Alors, oui, j'étais pas en audio, j'étais en écoute seulement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, oui, euh, je trouve que on travaille beaucoup sur l'écart en fait entre Krishnamurti n'était pas universitaire. Et ces gens-là sont dans la méditation et j'ai tilté sur le fait que Krishnamurti parlait de causerie parce que dans la méthode Vipassana diffusée par Goenka, on parle de discours. Et pour ces gens-là, en fait, toute la dimension mentale, cognitive, c'est un phénomène parmi d'autres qui n'a pas plus d'importance que les autres. Or, toute l'institution universitaire s'est construite sur le fait que ça avait une véritable importance. C'est-à-dire qu'on est sur des racines d'un paradigme occidental qui considère que le mental était vraiment important, c'est la science, patati et patata. D'où la question que je posais dans le chat, qui à mon avis est accessible à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vrai écart entre cette posture expérientielle, où en fait, le méditant effectue par lui-même l'apprentissage de la réalité, de la relation entre l'esprit et la matière, et on est complètement en dehors du paradigme occidental. Donc, je voulais vous écouter sur comment ça éclaire justement les racines du paradigme occidental et les défauts en fait aujourd'hui. J'avais une question subsidiaire, hein, c'est qui a pratiqué la méditation parmi les gens qui parlent de Krishnamurti? Alors, quand je suis allée à Brookwood Park en 86, à l'ouverture de l'école de Krishnamurti 10 ans après son décès, eh bien, nous avons pratiqué le matin la méditation comme c'était fait à Brookwood Park, c'est-à-dire le matin, donc c'était 10 minutes. On s'assoit tous sur des chaises en cercle. En tout cas, c'était comme ça en 96. Et en fait, il faut juste être conscient qu'en fait, en nous, il y a comme un espace tout petit où en fait, il y a du vide. Et donc, du coup, d'être juste là, en silence, à écouter ce petit endroit de nous où il n'y a rien et où il y a tout, en fait. Enfin, un vide qui redynamise la vie, certainement, mais il n'y avait pas de mots comme ça. Voilà. Et c'était vraiment très intéressant d'être juste là, assis sur des chaises, en cercle, pendant juste 10 minutes. En tout cas, c'était une pratique de Brookwood Park pour la méditation. Que Brookwood Park n'appelait pas méditation, mais un moment de silence, avant les cours. C'est ça? Oui, mais pas le certainement. mot de méditation. Et il y avait le mot de méditation, mais de toute façon, voilà, comme tous les mots sont remis en question avec Krishnamurti, mais ça ne voulait pas dire qu'il ne méditait pas. C'est comme l'art aussi, où en fait, là-bas, on a fait beaucoup aussi à Brookwood Park au niveau de l'art, en fait, de la peinture, etc., de la danse aussi. Et en fait, moi, j'ai une phrase de lui sur l'art où en fait, il dit justement que l'important, c'est de faire. C'est en fait, quand on est peintre, moi je suis peintre, en fait, l'important, c'est de peindre, quoi. C'est pas d'être dans des musées ou dans des galeries ou je ne sais quoi, c'est en fait le fait de et de ne pas spéculer sur qu'est-ce qui a été produit, mais juste l'énergie qui vient. Enfin, il n'a pas dit le mot énergie,
le fait d'être en face de quelque chose qu'on a envie de produire, de l'exprimer, de le faire, et puis voilà. Alors, personnellement, je considère que Krishnamurti a un propos très particulier sur la méditation, que la question de la méditation peut être entendue de manière très différente. On dit qu'il existe plusieurs formes de méditation. Après, essentiellement, c'est une expérience intérieure. Et pour répondre, enfin, pas pour répondre, mais pour prolonger la réflexion je ne sais plus qui avait pris la parole juste avant, je ne me rappelle pas son prénom. Mais peu Michel. importe. Michel, voilà, qui a écrit, j'ai lu son message, effectivement. Dès lors qu'on introduit ces approches dans un monde universitaire, ça remet profondément en question des fondements. C'est inévitable. Quelqu'un du groupe de recherche disait, de toute façon, René Barbier, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Et quelque part, je pense que le premier des fondements, c'est la pensée. C'est-à-dire qu'il y a un regard ou une compréhension de la pensée qui fonctionne de manière complètement différente. Ça ne veut pas dire que cela va annihiler la pensée universitaire ou de cet univers-là, mais même dans le monde de l'université, il y a philosophes et philosophes. J'ai rencontré ou j'ai écouté parfois des philosophes qui étaient très conceptuels, j'en ai écouté d'autres qui étaient complètement ancrés dans la réalité et dans le quotidien. Et quand ils prenaient la parole, c'était une approche vivante qui parlait directement de ce que nous sommes et de où nous sommes, dans quel univers nous sommes. Et je pense que, en fait, il y a moyen de remodeler cette façon de concevoir la pensée ou l'usage qu'on en fait, la manière dont on en fait usage de la pensée. C'est peut-être ça qui serait juste. Quel usage fait-on de la pensée? Comment la formule-t-on? Comment est-ce qu'on apprend à avoir une relation autre avec la pensée? Comment est-ce que l'on apprend, notamment aux étudiants, à réfléchir par eux-mêmes? Et je trouve que c'est vraiment les éléments qui sont très, très importants et aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a tellement, comme je disais, un prêt à penser, une automatisation de la pensée qu'on n'arrive même plus à la voir, à en voir la construction. Et penser juste, ça part vraiment d'une expérience intérieure. Je trouve que c'est plus visible dans le domaine de la philosophie parce que les philosophes parlent beaucoup plus de leur relation avec le monde réel ou pas, selon la manière dont ils abordent la philosophie. Merci Agnès. Je propose de passer la parole à Louise, qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Louise, si tu veux activer ton micro pour qu'on ait le plaisir d'entendre ta voix. Qui est peintre aussi, Louise, puisqu'on parlait d'art depuis tout à l'heure. Oui, alors j'enlève mon casque pour mieux... excusez-moi. Oui, alors je voulais juste dire quelques mots. D'abord, pour que vous sachiez que je peux aussi parler et non seulement écouter, mais je trouve très, très enrichissant tout ce que j'ai entendu, l'animation, la présentation de Florent, ensuite Agnès et Nathalie et les commentaires. Je suis nouvelle avec le styret et puis ça arrive un moment dans ma vie où j'avais vraiment le goût et le besoin de me retrouver dans un univers assez libre, transdisciplinaire et qui a à la fois un pied dans l'université, mais un pied dans la vie, pour ne pas dire souvent les deux pieds dans la vie et de temps en temps universitaire. Et j'ai lu Krishnamurti il y a très longtemps, donc c'est vraiment un rafraîchissement de vous entendre. Pour ce qui est de la spiritualité, je suis passée un peu par Satprem, par Mère. Quelqu'un parlait des cellules tout à l'heure, ça me remémorait des lectures.
mais je me suis beaucoup attardée sur Prajnanpad et j'écoutais sur Krishnamurti, puis je voyais avec le lien à l'éducation, le côté entrer en soi, réfléchir en soi par rapport à l'autre, par rapport à la société. Et j'apprécie cette ouverture parce que Prajnanpad avait une approche très différente que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, qui était vraiment le plongeon dans son intériorité. Et comme il y avait des disciples français et autres qui allaient le visiter en Inde, il a proposé ce qu'il appelait le lying, qui était une espèce de forme de psychanalyse pour essayer de, quel serait le mot, ouvrir la sensibilité des Occidentaux à une approche plus orientaliste, plus ouverte à la fois sur l'intérieur et sur la vie. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je suis aussi contente de voir qu'il y a des liens avec l'art. Et à une prochaine rencontre, je me laisse imprégner, pour ne pas dire impressionner par tout ce que j'entends et je vous remercie beaucoup. Merci Louise. Alors, on arrive bientôt au terme, on a même un peu dépassé par rapport à ce qu'on disait, mais s'il y a encore une ou deux personnes qui tiennent absolument à... Après, chacun est libre, hein, évidemment, de quitter le groupe quand il le souhaite. Nathalie, j'ai cru que tu allais lever la main, c'est ça? Oui, Vas-y. je voulais juste dire que la lecture de Jiddu Krishnamurti fait qu'en fait, c'est tellement exigeant, radical, bouleversant, qu'en fait, ça nous met toujours à l'esprit que tout ce que l'on peut entendre ou voir ou faire ou douter ou choisir, on peut le remettre en question. Et je trouve que c'est vraiment un cadeau précieux parce que comme il n'y a pas de croyance, on peut toujours revenir à enfin, est-ce que c'est de réinterroger ce que nous-mêmes on pense croire, etc. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Et donc, c'est la méditation, c'est ça. C'est de remettre toujours en question tout, c'est-à-dire de l'observer, de l'écouter, d'être dans un certain silence, mais en tout cas, c'est très exigeant et très nourrissant et porteur de plein de possibles et d'un amour indéfectible, quelque chose comme ça. Question. Ouais, peut-être là, comme on arrive à la fin, c'est pas pour reprendre la parole à la fin alors que j'avais au départ, c'est pas pour faire la boucle idéale, c'est pas pour ça. C'est pour rebondir sur ce qui a été dit juste tout à l'heure, en rapport avec le mur universitaire ou le mur de l'université occidentale, tout au moins, entre d'un côté donc cette université et puis de l'autre côté une pensée qui relève par certains aspects d'une certaine sagesse orientale, où là il y avait une prise de risque pédagogique à faire se confronter les deux. Sans tomber dans une admiration du personnage de Krishnamurti, et surtout de sa pensée, ni non plus tomber dans une critique d'une analyse marxisante ou je ne sais quoi, en rapport avec les chaussures d'un coût très élevé. Parce j'ai une vidéo d'un cours de 1991, je crois, où cette question arrive très fortement de la part de plusieurs étudiants. Oui, mais en fait, est-il dit dans cette vidéo, Krishnamurti était quand même un gars drôlement privilégié. Et puis, il passait sa vie à voyager. Dès qu'il parlait, on l'écoutait. Ça coûtait de l'argent. Ce à quoi répond René, oui, ça, c'est un aspect qu'il faut absolument prendre en compte pour analyser l'impact qu'a pu avoir, ou le non-impact, de Krishnamurti sur les personnes en arrivant à l'écouter. Hein. Donc,
qu'il y avait toujours cette tentation, j'ai l'impression, dans les cours de maintenir un équilibre chez René. Hein, mais en même temps, Krishnamurti, c'était son cheval de Troie pour introduire les sagesses aussi à l'université et la spiritualité. Hein, d'ailleurs, il y aura un numéro de la revue Pratique de formation sur la spiritualité. J'ai oublié le titre générique de ce numéro. Et je crois que Gaston y avait participé d'ailleurs à ce numéro sur la spiritualité de pratique de 2014 ou formation. 2016, on le trouve en ligne et je peux le faire suivre aux personnes intéressées. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Et puis aussi, et on avait mis cette scénette en scène, justement, dans un théâtre, du dialogue entre Jacques Ardoineau, Bravo Gaston, tu nous confirmes l'année? Castoriadis, Cornelius Castoriadis et René Barbier. Et ce que répondait Castoriadis à René Barbier à propos de Krishnamurti, justement, René lui disant oui, mais il y a des. Puis je te regarde, Agnès, tu connais bien Castoriadis aussi, hein, pour ses séminaires, etc. Moi, je suis allée à ce séminaire, il était un peu costaud, hein, Castoriadis, à suivre. Et donc, où Castoriadis disait moi je connais mal l'Asie, je ne connais pas la pensée centrée sur les sagesses, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose par rapport à la méditation, c'est qu'on ne peut pas, c'est impossible d'être sans pensée. La suspension de la pensée. Pour Castoriadis, c'était quelque chose qui était absolument inimaginable. Hein. Je ne sais pas s'il avait raison, s'il avait tort, mais en tout cas, ce moment de rencontre de deux conceptions du psychisme, en réalité, hein, d'un côté Krishnamurti, de l'autre côté le psychanalyste Castoriadis, puisqu'il était également psychanalyste, est vraiment intéressante comme point d'acmé un peu de ces deux positions comme ça qui se rencontrent, qui justement ne se rencontrent pas plutôt. Hein, qui s'affrontent en quelque sorte sans s'auto-féconder. Hein. Et ça, c'est vraiment étonnant. Alors, on avait essayé de mettre ce petit dialogue en scène dans un vrai théâtre. C'était assez amusant. Moi, je voulais donc souligner ça. Hein. Alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Quelqu'un a dit tout à l'heure, oui, mais ça, il y a eu le décès de Krishnamurti en 1986. Il y a eu le décès de René Barbier en 2017. Et finalement, que reste-t-il de tout ça, de cette tentative de fécondation par l'université? Alors moi, ça me fait bien plaisir de voir Nathalie, voilà, qui témoigne de ce qu'elle peut faire encore de ça aujourd'hui. Agnès aussi, ne serait-ce qu'autour des petits déjeuners, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute votre attitude dans la vie en général qui fait que vous êtes imprégné de ça. Et ça, ça pourrait être une conséquence remarquable de ce que peut apporter parfois l'université, parfois, quand elle essaie d'être inventive et qu'elle ose prendre des risques aussi, surtout sur un terrain existentiel, sans concept, donc ça a été dit. Voilà. Je ne reviendrai pas sur les concepts parce qu'après ce serait trop long, je ne veux pas y aller. Mais voilà, donc moi c'était pour vous remercier encore une fois d'avoir témoigné de tout ça ce soir. Je trouve que c'était vraiment très, très, très riche. Et ce n'est pas parce qu'on se connaît un peu, parce que c'était vraiment riche, je trouve. Parce que c'était nous. Bon, avant qu'on ne se quitte complètement, j'ai mis dans le chat un lien de téléchargement du livre que tu évoquais à l'instant, Christian, pratique de formation spiritualité, et dont Gaston nous a montré la jolie couverture tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je pense que merci beaucoup Gaston de le remonter à nouveau. C'est vrai que ce numéro est historique, hein, on peut le qualifier d'un numéro PFA, pratique de formation analyse historique, puisque c'est la première, à ma connaissance, de cette ampleur, publication universitaire qui traite de la question de la spiritualité laïque, avec ce paradoxe incroyable, mais on a vu que toute cette soirée, nous avons beaucoup navigué dans les paradoxes, qu'il n'y a pas un seul article de René dans cette revue, qui pourtant il connaissait, à laquelle il avait déjà participé, qui était édité
dans son université, en partie par son laboratoire. Alors, je n'ai jamais su, peut-être que vous, Gaston ou Christian, vous savez comment se fait-il, alors qu'il avait enfin une tribune incroyable pour faire connaître ses idées, comment se fait-il que, et lui qui écrivait aussi, j'allais dire un tâcheron, c'est pas très joli, mais c'est vrai qu'on ne compte plus ses articles, ses ouvrages, ses blogs, ses sites, etc. Comment se fait-il qu'il n'ait pas publié dans cette revue, dans ce numéro-là? Et bon, il était hyper mobilisé sur beaucoup d'endroits, hein, et dans beaucoup de réseaux, quoi, hein. C'est vrai. Et là, c'est Pascal Galvani, André Moisan qui ont coordonné, oui, coordonné par Pascal Galvani, André Moisan, qui était plus lié à l'auto-formation et puis aux histoires de vie, quoi, hein. Mais c'est magnifique que vous ayez réactualisé alors, il y a un grand livre de Krishnamurti là, qui m'avait beaucoup marqué, La révolution du silence, quoi, hein, et avec l'approche qui est provoquée et une approche sensible, une écoute sensible. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que ça soit réactualisé à cette heure actuelle où, avec l'intelligence artificielle, hein, ça peut faire contrepoids, quoi, hein. C'est un autre des paradoxes, c'est un autre des contradictions motrices, il me Voilà, et ça semble. renvoie à notre dernière ou avant-dernière séance sur l'IA, hein, que tu évoquais, Christian, qui est maintenant en ligne et à laquelle tu as participé, Gaston, hein, puisque tu nous as quand même fait des sacrées surprises cette soirée-là, que je ne déflore pas exprès, je ne dirai rien, pour encourager nos amis à aller t'écouter. Et ça ressuscitait René. Et en plus, on l'a ressuscité depuis le bord de l'autre rive, hein, en 2 temps, 3 mouvements et 1000 variations. Parfait. Bon, bah, Christian, je te laisse. Juste un additif, Oui, puisqu'on est pardon, dans vas-y, Agnès. la mise en lien. J'enverrai à Christian le lien pour savoir où passe le film de Françoise Ferraton, qui est encore dans les cinémas. Il passera en Bretagne certainement début octobre. Et donc, c'est moi qui va faire la communication pour ce film. Si jamais vous voulez être informé, ben, envoyez-moi un email ou je ne sais pas comment, par quel intermédiaire. Et aussi Dominique Schmidt, qui est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup, beaucoup intéressé en tant que chercheur autonome à Krishnamurti, Sri Aurobindo, et qui a vécu en Inde, qui est vraiment un chercheur authentique pour moi, à mon sens, va donner 2 conférences à Paris. Donc, j'enverrai le lien aussi de ces conférences pour ceux qui veulent éventuellement aller voir. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a marché sur les ouvrages de Krishnamurti, qui a tout lu pratiquement de Krishnamurti, les early writing et tout ça. Donc, je trouve que sa démarche est intéressante. Voilà. D'accord. Et D'accord. là, j'en ai- Une petite question. Est-ce Oui. que c'est possible qu'on nous envoie ce qui est dans le chat? Parce que moi, je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas pourquoi. Je vais te faire suivre la ressource par mail juste après, Louise. Et Merci sinon, beaucoup. pour information sur les actualités Krishnamurti, on peut recommander le site de l'association culturelle Krishnamurti France, qui a été évoqué en début de cette réunion, qui actualise tout ce qui se passe en France et parfois en Belgique, puisque j'ai vu que nous avons un ami belge parmi nous de cette association ce soir. Et très certainement, les dates de projection doivent être annoncées. Et si ce n'est pas le cas, il faudra demander qu'ils les mettent en ligne, effectivement. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on s'approche de la fin de cette soirée qui était vraiment très réussie. J'en suis très, très heureux. Christian, quand on a travaillé un petit peu sur le thème, je me suis dit, ah, mais il me semble qu'on en avait déjà fait une il y a quelque temps. Est-ce que c'est pas un peu une redite ou... Mais en tout cas, on apprend à chaque fois des nouvelles choses. Donc, c'était vraiment bien. Merci à tous d'être arrivés sur cette fin d'année, en attendant qu'on remette ça au prochain semestre. Alors, une dernière intervention de Raphaël
que j'ai provoqué en parlant de l'ACK. On t'écoute. Non, c'est parce que tu parles, j'ai les deux sites ouverts là, les Journal des chercheurs et l'autre. Et où c'est que ce dont vous avez parlé sur l'intelligence artificielle, je le trouve comment? Dans lequel déjà? Alors, je laisse Christian répondre et comme ça, tu feras le mot de la fin, Christian. Oui, ben, c'est très simple. Tu rentres le terme intelligence artificielle Mais dans la barre de recherche tout en haut. Mais dans lequel? Dans le Journal des chercheurs. Oui. Intelligence. Voilà, tu rentres intelligence artificielle ou artificielle tout court, et la page va apparaître avec un lien vers la visio qui traitait de l'IA. Parce qu'en fait, si je tape quelque chose en haut, il me renvoie vers n'importe quoi. Léon XIV, Emmanuel Macron, bon. Donc, oh là là, tais-toi, non. Normalement, si tu es sur le bon site du Journal des chercheurs, sur la page d'entrée, en haut à droite, tu as la barre de recherche. Ah, peut-être accueil. Sinon, tu vas sur la chaîne YouTube du Journal des chercheurs. Je pense que Oui. tu l'as mise en ligne, hein, Christian. Ouais. Et Ou alors tu devrais la trouver. tu cliques, ouais. Ou alors, comme le dit Florent, tu cliques sur chaîne vidéo tout en haut également, de la barre, à côté de la barre de recherche. Et là, tu vas trouver la visio. Par le même chemin, en fait. Voilà. Bon, mais on va arranger ça entre Voilà. nous. Ne t'inquiète Alors, pas. c'est très intéressant. Moi, je pense que ce n'est pas une redite, une redondance par rapport à ce qui a été fait pour la prochaine fois, parce que là, je n'ai pas forcément communiqué autour de moi, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées et que je peux proposer de rejoindre la discussion et l'échange pour une prochaine fois. Je n'ai pas du tout fait là, juste pour une personne qui m'a contacté en dernière minute. Mais oui, ça peut intéresser beaucoup de personnes. Si ça vous intéresse. Et de toute façon, dès demain ou après-demain, notre visio là, sera en ligne sur le journal. D'accord. Et sur le Qui est en site direct, les deux. Comme ça, Voilà. on dissémine le plus qu'on peut nos informations et la bonne parole. Voilà, bon, bien. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Rendez-vous à la rentrée. À la prochaine. Merci Florent. Merci.